Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are about to take off to the Sierra FPA. During this flight, you can listen to Radio Clemens, the only radio that can help you to get the contest without even working. No, I'm just kidding. PNC aux portes, armement des toboggans. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Clemens. On est assez nombreux ce soir, ça fait encore à chaque fois très plaisir. Je peux accueillir dans mon jury, on a RF. Bonsoir RF. Bonsoir Clemens. On a Quibi. Et oui, Tsubatsa a changé de pseudo, maintenant c'est Quibi. On applaudit Quibi. On a également Blabla. Bonsoir Blabla. Bonsoir. On a Pringles. Et on a Chico qui devrait nous rejoindre sous peu. Il y a quelques têtes connues dans le public. On a Narvalo, on a Bibou et on a plein d'autres personnes. Ça fait très plaisir de vous recevoir. On est 13-14 dans le studio. C'est beaucoup, mais ça fait toujours très plaisir. Merci de votre présence. Et ce soir, nous avons une nouvelle candidate, Panda, qui va passer sur un sujet de droit public. Sujet de droit public qui va porter sur la RF. Laïcité. La laïcité. Sujet classique, standard, qui est toujours dans le top 5 des grands oraux. C'est presque trop bateau. Néanmoins, avec Radio Clemens, on a fait la fin de vie, on a fait la loi de renseignement, on a fait la question de l'identité de genre, tout ça. C'est des sujets qui sont à chaque fois essentiels. La laïcité, c'est toujours dans le top 5, top 10 des sujets des grands oraux. Donc, messieurs et mademoiselles, puisque nous avons Blabla également dans le jury, de base, quelles sont les interrogations que vous pouvez soulever avec le document que nous lui avons donné, qui est tiré de Dalloz Actu, et qui parle aussi bien de laïcité que de l'importance de la formation des enseignants en la matière, puisque c'est un article qui porte essentiellement sur la question de la laïcité à l'école. Voilà, qu'est-ce que ce sujet a pu vous évoquer? Et n'hésitez pas, au hasard, si cette semaine, il devait y avoir eu une certaine actualité. J'adore ces silences de début de radio. Ouais, cet article nous permet de nous réfléchir sur les éventuelles mesures qu'on pourrait apporter à résoudre des problématiques qui touchent à la laïcité. Notamment dans un lieu public, si nous avions je sais pas, par exemple, un agent public qui montre qu'il appartient à une minorité religieuse ou qu'il montre ostentatoirement qu'il fait partie d'une minorité religieuse. Ces ensembles de mesures nous permettent de savoir quelles sont les solutions qu'il faut apporter pour faire respecter le principe de la laïcité, de la neutralité de l'État dans un lieu public, que ce soit aussi bien du niveau des agents entre les agents de service public et leurs usagers. Ouais, on voit aussi à travers ce document qui date de 2016-2017. Ouais. Finalement, la laïcité, ça date de quand même 1905, et on voit encore que plus de 100 ans après, on a toujours des problèmes avec cette notion, comment l'appréhender ici dans l'espace public, etc. Et c'est quelque chose qui devrait être finalement naturel, et puis on voit encore que des agents publics, on va leur faire une formation sur la question de la laïcité, parce qu'on voit que du coup, tout le monde ne sait pas trop comment, comment on pourrait même définir la laïcité, que ce soit dans l'espace public, à quel moment elle joue, à quel moment elle joue pas, et au final on voit toujours que plus de 100 ans après, c'est quand même toujours une notion en fait, qui pose débat, finalement, puisqu'il y a eu encore des débats il n'y a pas longtemps. Déjà, qu'est-ce que la laïcité quand on voit les débats présidentiels? Est-ce que ça s'étend à l'État, à l'espace public, à la société? Alors c'est assez marrant parce que tout le monde parle de la laïcité, mais personne ne sait ce que c'est. Exactement, mais Quibi, tu es là pour nous éclairer ce soir. Il n'existe pas de définition légale ou jurisprudentielle de la laïcité, donc c'est-à-dire que si on veut la définir juridiquement, il faut se référer à la doctrine. Et il y a un vocabulaire juridique le définit comme le caractère non confessionnel de l'entité considérée, ou bien comme la neutralité confessionnelle de la République.
Attends, j'ai pas... L'entité confessionnelle de la République? Oui, c'est ce qui est écrit par Non, c'est un non confessionnel. vocabulaire. Oui, non confessionnel. Voilà, non confessionnel, hein, on est bien d'accord. Excuse-moi, oui, parce que je suis le seul à avoir un Ça veut casque, dire- donc des fois en je peux gros, ça avoir. veut dire que la République française n'a pas de religion ou n'a pas de religion attitrée. Et pourtant, c'est discutable quand on lit certains textes qui s'appliquent toujours dans ce pays, comme la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. D'ailleurs, un truc à signaler, c'est que la religion n'est pas non plus définie par la loi. Hmm. Et ça pose des problèmes de qualification. Bon, Mais c'est très juste ce que tu dis. Le sujet, enfin, le texte qu'on lui a donné sont toutes assez vagues, assez fleuves, et ça va être l'occasion pour la candidate de présenter plein de thématiques qui sont liées à la laïcité. Donc là, c'est le moment de faire péter l'actualité. Est-ce que vous avez des sujets? Ah, je vois Chico qui rentre dans le studio, mesdames et messieurs, on accueille Chico. Prends place, prends place. Mais non, c'est bon, il n'est jamais à la bourre, Chico. C'est comme Gandalf. Vas-y, alors installe-toi, s'il vous plaît, avec le moins de bruit possible pour le micro. Voilà. Attention. Donc, nous étions en train d'introduire le sujet sur la laïcité. Ah, elle est cassée. Ouais, il y a une des chaises qui est un peu... Ah, t'es tombé sur la chaise maudite. Ah non, c'est vrai qu'elle est pas top. Je savais qu'il y avait une chaise qui était pas top. Ok, c'est pas grave. Parce que tu penses que tu vas tomber. Normalement, non. Bon, écoute, au pire, je prends le risque. On changera peut-être de siège durant la pause. Donc, on était en train de parler du coup du fait que le sujet qu'on a donné était somme toute assez vaste, et donc elle allait pouvoir faire étalage de plein de points d'actualité. Pour vous, quels sont les grands points d'actualité qui sont peut-être pas de 2017, mais de 2016? Voilà, je sais est-ce qu'on va parler de Babylou? Est-ce qu'on va parler des crèches de Noël? Est-ce qu'on va parler du voile des accompagnatrices? Parce qu'on parle un petit peu d'éducation dans ce sujet. Voilà, il y a pléthore de petits thèmes. Est-ce que vous en attendez? Des thèmes particuliers que pourrait soulever la candidate? Voilà, essentiellement des références à la liberté de religion qui est garantie par de nombreux textes constitutionnels, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a la Constitution avec l'article 1er à propos de la République donc française qui est laïque. On a la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen avec son article 9. On a aussi également la loi, comme on disait tout à l'heure, du 9 décembre 1905 à propos de la séparation de l'Église et de l'État. Également, on peut l'attendre aussi sur une loi de 2004 à propos du port de signes ostensibles À l'école. à l'école à propos de la religion. Et on pourrait aussi attendre le candidat sur ce point-là, à savoir si à l'université on interdit ou pas le port de signes distinctifs faisant état de l'appartenance à une religion. Et également une loi de 2011 à propos du fait de se cacher le visage dans un lieu public. Donc La loi faussement dénommée loi anti-burqa. Voilà, donc on peut l'attendre aussi. 2010. Pardon, 2010, ouais. Donc Si je l'ai peut là, aussi, je pense, sais attendre des références sur ces dispositions-là. que cette loi du 11 octobre 2010, si je ne me trompe pas. Oui. C'est bon, je parle sous couvert de mon des membres du jury. Ouais, ça, c'est donc des points fondamentaux, et avec des points d'actu, notamment un arrêt de cette semaine du 14 mars 2017, un arrêt en matière de laïcité qui nous vient de la Cour de justice de l'Union européenne, ça sert à pour le signaler. Alors certes, à Radio Clemens, on donne à chaque fois un thème quand les candidates débutent avec nous. Là, on lui avait donné droit public, principe. Et donc, du coup, je ne m'attends pas à ce qu'elle puisse faire de grands développements en matière de droit du travail. Mais je pense que dans l'entretien, vu qu'on a quand même 30 minutes à faire avec elle, il est normal qu'on lui touche un petit mot quand même à propos de cet arrêt de la CJUE. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse citer d'ordinaire la Cour de justice de l'Union européenne. On n'attend pas en matière de droits de l'homme. C'est intéressant de voir que ça se développe de plus en plus. Voilà, ça sera un point, j'espère, qu'elle pourrait soulever. On est bon là-dessus? Oui. Alors, je réfléchis, est-ce qu'on a tout fait? Ouais, moi je lui poserai pas mal de questions par rapport à Alsace-Moselle, étant donné que j'ai fait un Master 1 à Strasbourg et que j'ai souffert avec le droit local. Ouais, mais c'est intéressant, parce que du coup ça veut dire qu'il y a deux laïcités qui coexistent. Parce qu'il n'y a pas que l'Alsace-Moselle, il y a d'autres départements comme la Guyane qui ont des statuts au niveau de la religion qui sont particuliers. Et du coup, il y a la laïcité version Constitution et la laïcité version 1905. Est-ce qu'elle arrive à se dépatouiller avec ça pendant un parcours essentiellement publiciste? C'est pas la première fois qu'elle passe un grand oral. Si je ne me trompe pas, elle a déjà passé un grand oral au sein de l'IEJ de Toulouse. Donc on verra bien. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour sur cette introduction? Eh bien, je vais aller chercher la candidate dans la cave alors. Allez, on se retrouve tout de suite après.
On revient de suite sur Radio Clémence, la radio qui papote, c'est RFPA. Et à la fin, on dirait merci à qui quand on a réussi son CRFPA? Merci Jackie et Michel. Mais non, Radio Clémence. Ah oui, merci Radio Clémence aussi. De retour sur Radio Clémence, où Panda nous a rejoint. Donc nous allons causer de laïcité. Panda, comment ça va? Ça va, Ça va, t'as pas eu trop froid? un petit peu. Bon, mais c'est normal, parce qu'on est en mars, tu verras. Quand tu viendras passer Radio Clémence durant l'été, ça sera mieux. Très Tu bien. seras même content d'être dans la cave. Tu vas t'y faire à la cave. On s'y fait tous. Jimbo, il adorait la cave. Ah, la cave. Bien. Toi aussi, tu y es passé, Kubi, tu y es passé. C'est comme ça que tu as eu ton CRFPA. C'était bien la cave. Eh, oh, c'est nostalgique. Bien. Je laisse la présidence à RF. Alors, mademoiselle, on va vous écouter pendant un quart d'heure d'exposé et s'en suivra 30 minutes de questions d'entretien avec le jury. Vous pouvez y aller, on vous écoute. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury. Victor Hugo disait dans son discours de 1850 « L'État chez lui, l'Église chez elle ». À propos de la loi Fallon, donc un demi-siècle avant la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, on constate que Victor Hugo était contre le fait que l'État interfère dans l'éducation en l'espèce. Il pensait que les enfants devaient se construire par eux-mêmes, apprendre à penser et ne pas être préoccupés par les considérations politiques et religieuses. Ils devaient se créer leur propre opinion. Dans le rapport de l'ancien ministre de la fonction publique, Émile Zuccarelli, le 9 décembre 2016, donc c'est à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, que l'ancien ministre a mis en place une commission de laïcité et fonction publique afin de mettre en exergue les différentes problématiques liées à l'application du principe de laïcité au sein des structures publiques et de la fonction publique, les trois fonctions publiques, donc la fonction publique étatique, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Donc cette commission de laïcité et fonction publique a été instaurée afin de permettre aux agents publics d'être aiguillés et éclairés sur la façon dont ils doivent se comporter et appliquer le principe de laïcité, dont découle le principe de neutralité, principe auquel tous les agents publics sont soumis. Le texte souligne une situation d'inconfort et un sentiment de malaise vis-à-vis des difficultés à mettre en place le principe de laïcité. Comment doivent-ils se comporter? Comment doivent-ils anticiper les situations, adapter leurs réactions face aux usagers également. À cet effet, la Commission a donc proposé de mettre en place, je cite, une vingtaine de mesures jugées prioritaires, parmi lesquelles la mise en place d'une formation laïcité, afin que tous les agents soient mis sur le même pied d'égalité, soient au courant du fonctionnement des structures publiques. Également un référent laïcité auquel tous les agents pourront se référer et parler de leurs éventuels soucis d'application, de leurs éventuels conflits, afin de trouver des solutions. Tous les 9 décembre, donc anniversaire de la loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905, une journée laïcité sera mise en place. Le texte souligne également l'élaboration d'une norme commune pour les autorisations de fêtes religieuses. Ainsi, cela permettrait d'harmoniser les fonctions publiques et d'éviter qu'il y ait des dispersions ou des désaccords, et au moins toutes les fonctions publiques seraient harmonisées sur la même norme commune. À cet effet, il convient de s'interroger sur l'application du principe de laïcité, principe fondamental de la République, au regard du principe de neutralité qui incombe à tous les agents de la fonction publique.
Dans un premier temps, il conviendra de voir la laïcité comme fondement libéral de notre société, avant de voir dans un deuxième temps les éventuelles extensions du principe de laïcité. La laïcité, de par son contenu, prône la liberté de conscience. Chaque individu est libre de penser ce qu'il veut, dans la mesure où il ne trouble pas l'ordre public. Également la liberté de culte. Tous les individus peuvent exercer leur religion et leur culte comme ils l'entendent dans leur cercle privé, dans la mesure où ils ne troublent pas l'ordre public également. Et également la liberté de religion, être libre d'adhérer à la religion qu'ils souhaitent, et être libre également de ne pas avoir de religion. En France, la France reconnaît le principe de laïcité, contrairement à d'autres pays beaucoup plus sécularisés, où une seule religion est autorisée, si je puis dire, comme religion d'État, comme l'Arabie Saoudite par exemple. C'est l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui place la laïcité comme principe de notre République. Je cite, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » La laïcité est également mise en avant par le Code de l'éducation. L'enseignement, qu'il soit public ou privé, donc sous contrat d'association avec l'État, assure un enseignement laïque. Les élèves ne doivent pas arborer de signes religieux visibles, tout doit être dans la demi-mesure et dans la proportion. Également, un décret de 2007, un observatoire de la laïcité, prône la laïcité dans les services publics. Les agents publics, comme je l'ai démontré en introduction, comme les usagers, sont soumis au principe de laïcité. Et donc la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui assure le libre exercice des cultes, sauf trouble à l'ordre public, l'État ne doit pas interférer dans l'État ne doit pas interférer dans les affaires du culte et vice-versa. Quant au principe de neutralité, donc principe qui découle du principe de laïcité, le rapport de l'ancien ministre de la fonction publique souligne que de nombreuses situations liées à l'application de ce principe posent de nombreuses difficultés. En effet, tout agent public est tenu au principe de neutralité. Il ne doit pas divulguer ses opinions en public. Il est bien entendu libre de penser ce qu'il veut, dans la mesure où il le garde pour lui dans l'enceinte de la structure publique. Il ne doit pas porter de signes religieux visibles également. Ce principe s'attache donc aux agents. Il a cependant été étendu aux usagers du service. Les usagers également dans les structures publiques sont soumis à ce principe. Le document souligne qu'il faut faire face aux mutations de ce principe et que les structures doivent s'adapter aux perpétuelles évolutions. Je cite, « Il faut éviter de placer dans une situation délicate les administrations. En soumettant également les usagers au principe de neutralité, on permet aux agents d'exercer au mieux leur prérogative d'agent public. C'est donc à cette occasion que la Commission a proposé de nombreuses mesures, une vingtaine de mesures, pour faciliter la vie dans les structures publiques. Le texte souligne également que les accompagnateurs lors des sorties scolaires sont soumis au principe de neutralité. À ce propos, une circulaire les avait soumis à ce principe. Ils sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public. Ils sont donc tenus aux mêmes obligations, interdiction de porter des signes religieux visibles,
Ils ne doivent pas non plus exprimer leurs opinions telles quelles. Ils doivent être neutres, tout comme les agents et les usagers. Quant aux extensions du principe de laïcité, on peut relever la loi de 2010 sur l'interdiction du port du foulard dans les lieux publics. Également en 2014, l'affaire Baby Lou. Une jeune assistante était porteuse du voile et elle avait été licenciée à cet effet. Le licenciement n'avait pas été jugé discriminatoire puisque les conventions collectives et le règlement intérieur prévoyaient une certaine forme de neutralité. Dans la mesure où les règlements intérieurs le prévoient, le licenciement ne peut pas être jugé discriminatoire. Également, les crèches de Noël dans les mairies, la question s'était posée de savoir si elles devaient être interdites au nom de ce principe. Dans les prisons aussi, certains détenus de confession musulmane souhaitaient avoir des menus halal. Ceci avait été refusé car d'autres moyens de pratique de culte étaient possibles. On pouvait également mettre en place des menus végétariens qui auraient profité à tout le monde. Cela avait été refusé aussi par manque de moyens financiers et humains pour accomplir cette mission. Et plus récemment, le 14 mars 2017, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur le licenciement en entreprise. Et à cet effet, elle a confirmé que si les conventions collectives le prévoyaient, le licenciement était justifié, il ne pouvait pas être jugé discriminatoire. La loi El Khomri, donc de 2016, avait déjà consacré un article à cet effet, dans la mesure où, donc, toujours pareil, les conventions collectives le prévoyaient. Donc la décision de la Cour européenne des droits de l'homme aurait certainement peu d'influence sur le droit du travail français. Avant de vous remercier, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, il semblerait qu'à travers les multiples évolutions sociétales, le principe de laïcité évolue en même temps. Et étant donné que les évolutions sociétales sont perpétuelles, on pourrait attendre à ce que ce principe évolue tout autant en même temps. Je vous remercie. Merci mademoiselle. Donc du coup on va passer à 30 minutes de questions pour échanger avec le jury. Donc qui veut entamer la parole? Chico peut-être? Non. Ouais, question. Alors, mademoiselle, donc petite question. Vous avez dit que l'État ne doit pas interférer dans les affaires du culte. Qu'est-ce que vous en pensez de cet article du Code pénal? J'ai oublié la référence. En vertu duquel les ministres du culte ne doivent pas célébrer de mariage s'ils ne sont pas précédés d'un mariage civil. Selon vous, est-ce que c'est une interférence de l'État dans les affaires du culte? Je trouve que c'est une interférence dans la mesure où certaines personnes préfèrent célébrer uniquement un mariage civil plutôt qu'un mariage religieux, et je ne comprends pas pourquoi l'inverse ne serait pas possible. D'accord. Si vous allez à la cour d'appel de Toulouse, dans la grande chambre, vous avez une chapelle avec le Christ. Est-ce que ça vous choque? Plus fort peut-être pour vous, peut-être. Toi. Moi plus fort? Ouais, tu parles, vas-y. Répète ta question peut-être. Ah, à la cour d'appel de Toulouse, dans la grande chambre, il y a une chapelle avec un Christ. Est-ce que ça vous choque? Ou est-ce que vous considérez que ça fait partie de l'histoire de la justice française? Personnellement, ça ne me choque pas. Après, si on voudrait aller jusqu'au bout du principe, la religion n'aurait pas interféré avec la justice. Cependant, au vu de l'histoire de France, qui est quand même un pays ancré au catholicisme, pourquoi pas? Puis la robe d'avocat que vous avez portée, elle a combien de boutons? C'est une bonne question. 3.
Non, elle en a 33, vous savez pourquoi? C'est l'âge du Christ à sa résurrection. Merci. Alors justement, et peut-être qu'on peut faire référence aux autres pays européens, pas seulement à la France. Alors, donc mon très cher et estimé collègue a posé cette question sur la cour d'appel de Toulouse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait que, par exemple, en Italie, il y a des crucifix dans tous les tribunaux, systématiquement. Ou encore en Bavière, il y a des crucifix dans toutes les écoles publiques. Ou dans d'autres pays encore. Alors, il me semble que c'est ça. Hein. En Italie aussi, je crois. Oui, je parle connaissance de cause, oui, en Bavière. Oui, voilà, en Bavière, oui. Pour la petite anecdote, il me semble qu'on avait voulu les retirer au début des années 90. Et il y avait eu une opposition de la population qui avait dit que c'était pas arrivé, etc. Depuis une certaine époque. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est contraire à la laïcité le fait qu'il y ait ces symboles dans des tribunaux et dans des écoles d'autres pays européens? Je pense qu'en considération de chaque histoire étatique, chaque État est plus ou moins est marqué de sa propre histoire. Et si le catholicisme a marqué l'histoire de ce pays, je trouve ça naturel que la justice en soit imprégnée également. Une question peut-être. Oui, je souhaiterais revenir sur la première phrase que vous avez prononcée à propos de l'école et de la laïcité à l'école. Pensez-vous que les élèves peuvent porter des signes religieux? Élèves primaires, par exemple, au collège? Je pense que des élèves aussi jeunes, le port du signe ne vient pas d'eux. Ils sont portés pas de force, c'est un peu fort, mais c'est le fait des parents. Les parents qui inculquent la religion à leurs enfants, et les enfants n'ont pas le recul et la maturité d'y réfléchir, donc ils portent ce que leurs parents leur feront porter. Après, j'attendais une réponse juridique peut-être. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, est-ce que c'est autorisé que des élèves de primaire par exemple arrivent avec une énorme croix autour du cou ou une kippa par exemple? Est-ce que peu importe qui a décidé de le faire porter à l'enfant, est-ce qu'ils ont le droit de se présenter comme ça à l'école? Une croix, dans la mesure où elle reste assez petite, qu'elle n'est pas visible, oui, je trouve qu'elle peut être portée par un jeune enfant. Une kippa, c'est un signe visible qui marque vraiment l'appartenance à une confession. Donc c'est assez paradoxal pourquoi l'autoriser à l'un et pas à l'autre, dans la mesure où ces deux signes ne sont pas visibles de la même façon. Et le principe en application du principe de laïcité, tous les élèves devraient ne rien porter pour que l'égalité soit pour tous. D'accord. Est-ce que vous savez si, du coup, la loi du 15 mars 2004, ça vous dit quelque chose? Non, ça me revient. Non. Est-ce que vous savez si à l'université, on a le droit de porter un signe distinctif, un signe religieux il me semble que les universités ne sont pas soumises au principe de laïcité. Qui à l'université n'est pas soumis au principe de laïcité? L'ensemble du personnel enseignant et les étudiants. Donc un enseignant pourrait venir faire cours à l'université avec, par exemple, le foulard islamique. Dans la mesure où il y a des étudiants qui le portent, pourquoi les enseignants n'auraient pas le droit? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du principe de neutralité des agents publics. C'est pour ça que je me pose la question. Comment c'est bon? C'est qui Victor Hugo? C'est un écrivain français du 19e siècle. Oui. C'est qui le président au moment de la promulgation de la loi de 1905, c'était qui le président du Conseil des ministres à l'époque? Non, Bon, quelles sont les sources internationales de la liberté de religion? On va en citer au moins deux. Les textes, pas les articles. Internationaux. Européens. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui.
La Convention européenne des droits de l'homme. Et au niveau international, Au niveau de l'Union européenne, la Convention européenne. l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux. On avait parlé tout à l'heure des professeurs d'université qui peuvent, s'ils pouvaient porter un signe religieux ou pas à l'université. Sur quel principe quel principe on peut invoquer, un professeur d'université pourrait invoquer pour dire je porte le signe religieux que je veux. La liberté de religion. Et puis, non, parce qu'il y avait, c'est un principe constitutionnel. Il y a un grand principe qui s'applique aux professeurs d'université, qui est reconnu par le Conseil constitutionnel. Le principe d'indépendance. Oui, c'est ça. Vous avez parlé des règlements intérieurs en entreprise. Et depuis que l'affaire Babylou, vous l'avez bien dit tout à l'heure, que depuis cet arrêt-là, avec un règlement intérieur, le principe de laïcité peut faire éruption dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut faire un recours contre un règlement intérieur? Dans la mesure où il est attentatoire aux libertés, oui. Dans cet arrêt-là, il disait que c'était légal, que le règlement intérieur était valide. Est-ce qu'on peut faire un recours quand même devant une juridiction? On veut remettre en cause le règlement intérieur. On peut saisir le Conseil des prud'hommes. Remettre en cause Non. Est-ce qu'on peut porter un burkini à la plage? Une ordonnance l'été dernier, l'été 2016, avait été rendue et qui invalidait les arrêtés municipaux anti-burkini. Donc on peut porter le burkini. Sur quel fondement? Pourquoi ils ont jugé que ces arrêtés qu'ils interdisaient, c'était illégaux en fait? C'est une atteinte à la vie privée. Au-dessus de ça, un principe bien présent dans le droit public. Est-ce que ça causait des troubles à l'ordre public? En soi, est-ce qu'en soi, le fait de porter un burkini, est-ce que ça entraîne une atteinte à l'ordre public? Est-ce que ça cause des troubles à l'ordre public? En soi, non, puisque l'ordre public est composé de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Merci Julie, Clémence. Oui. Alors, vous aimez les jeux de rôle? On va en faire un. Vous êtes une brillante avocate, mettons 3 ans plus tard. L'avocate, c'est la... Moi je mets, il y a plus de 50% de la profession qui sont des dames et des demoiselles. Oui, c'est l'Académie française qui refuse qu'on utilise le nom des professions. Très bien, messieurs. Très bien, alors vous êtes une brillante avocate. Moi je dirais toujours avocate. Je poursuis. Bon. C'est pas une avocate, vous êtes un avocat. Bon, non, je lance pas le débat. Allez, c'est les questions de la candidate. Cette personne que je ne connais pas par ailleurs, entièrement raison. Bien, poursuivons. Donc, un maire vient vous consulter. Il est très embêté parce que il a dans sa commune des administrés qui se plaignent de la présence d'un crucifix dans sa mairie. Et donc il vient vous consulter parce qu'il sait que certains de ses administrés vont faire un recours au tribunal administratif contre ce crucifix. Et de surcroît, il vous précise que cette commune se situe dans le Haut-Rhin. Il vous demande de bien vouloir défendre sa commune. Le Haut-Rhin, c'est pas la compétence des juridictions françaises, si? Alors, le Haut-Rhin est un département de l'Alsace. Donc c'est pas le droit français, c'est le droit alsacien qui s'applique. Si on a des auditeurs alsaciens et mosellans, j'espère qu'ils se considèrent tout de même comme étant citoyens français. On lancera le débat plus tard, mais vous avez raison, il y a une application du droit local. Non, c'était ma réponse. Justement, peut-être si on peut rebondir sur cette question. Donc tu as fini ou pas? Pas tout à fait. Bon.
Le discours qui a été... Vous avez parlé de Victor Hugo en 1850. Nous étions sous quel régime? C'était la Troisième République? Non. Ouais. Pas en 1850. Vous êtes presque. C'était Napoléon? Alors, Napoléon Ier est mort en 1821. Sainte-Hélène Sainte-Hélène Oui, là, c'est à Sainte-Hélène, bien joué. Bon, c'est pas grave, nous étions sous la Seconde République. La Seconde République, elle était laïque? Bah, ce principe a été... c'était pas ancré dans les textes. Puis l'Église et l'État n'étaient pas encore émancipés chacun. Enfin, ils interféraient encore dans la vie l'un de l'autre. Donc non, il n'y avait pas de principe de laïcité clairement établi. Alors, je vous pose la question dans un autre sens. Est-ce que la République avait une religion affichée? Le catholicisme. D'accord. Et enfin, une dernière question, après je passerai à la parole à mes autres camarades. Est-ce que vous connaissez un texte constitutionnel applicable, qui a été reconnu, qui est appliqué régulièrement, qui n'est pas laïque, qui fait clairement mention d'une conviction religieuse? On l'a dit, c'est dans le bloc de constitutionnalité. La charte de l'environnement. L'environnement n'est pas laïque. D'accord. Je sais pas si c'est une blague. Je vais laisser la parole à nos autres camarades. Vas-y, Chico. Non, un texte, un texte qui date d'il y a Il y a longtemps, longtemps. d'hier. Très longtemps. Non, je vois pas du tout. On en On parlera. reviendra un peu. On en parlera dans le débrief. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Oui. 1789. Bon, on développera plus tard. Chico, Ah oui, la question que je voulais poser en rebondissant sur celle de tu adores rebondir sur moi. Voilà, je rebondis sur Clemens pour vous poser cette question. Donc, alors dans ces départements d'Alsace-Moselle, donc il y a un concordat dans lequel il y a 4 religions. La première étant le catholicisme, mais maintenant que en France la deuxième religion la plus pratiquée c'est l'islam, est-ce que ça pose des problèmes d'intégrer la religion musulmane au concordat en Alsace, si tant est qu'on veuille maintenir ce concordat? Dans la mesure où elle occupe la deuxième position, je pense on peut lui accorder autant de place que le catholicisme, et pourquoi pas l'intégrer au concordat. Moi, j'ai posé une question qui semble tout bête, mais vous parlez de laïcité. Déjà, comment la définir? Est-ce qu'il existe une définition légale ou jurisprudentielle de laïcité? Est-ce qu'un texte l'a déjà définie Elle se définit plutôt par ses composantes, donc la liberté de conscience, de culte et de religion. Avoir une religion ou décider de ne pas en avoir. Et selon vous, est-ce qu'il y a un texte qui le définit légalement? C'est comme un article, une jurisprudence qui définit vraiment ce que c'est? Ou alors, comme vous dites, c'est que par les composantes. Parce que là, on n'a pas donné une définition de la laïcité. Non, j'ai pas de définition. Et alors, vous avez parlé aussi donc, de la liberté de religion, et vous avez évoqué les pays où il y a une religion d'État, en donnant l'exemple de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même un pays où il y a une religion d'État, mais où il y a la liberté de religion? Je pense que tous les États ont plus ou moins une religion d'État dominante. Mais une religion prévue par la Constitution. Aux États-Unis? Alors, il ne semble pas aux États-Unis. Non. Mais, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est le cas en Argentine, au Royaume-Uni, en Grèce, ou peut-être pas en Grèce depuis très récemment, et dans certains pays du nord de l'Europe, peut-être la Suède ou la Norvège. Est-ce que dans ces pays-là, donc il n'y a pas de liberté religieuse? Si c'est une religion imposée par l'État, il n'y a aucune liberté de religion au final. D'accord. Donc si vous allez à Londres,
Vous pourrez aller seulement à l'église anglicane, vous ne pourrez pas aller ailleurs. Euh, il doit il doit quand même exister une certaine liberté de culte. Donc des édifices cultuels doivent exister. C'est pas parce qu'il existe une religion d'État, entre guillemets, qu'on doit prohiber toutes les autres religions. Qu'il existe une liberté de religion. Donc il existe une liberté de religion. Moi, j'ai deux questions. Vous avez parlé d'une loi de 2010 qui interdit le port du foulard. Est-ce que vous pensez que c'est le foulard qui est interdit? C'est pas le foulard en soi, c'est j'ai plus le terme, c'est le fait de se couvrir intégralement le corps, le visage, les mains, toutes les parties du corps qui sont visibles. Pourquoi est-ce qu'on interdit de se couvrir le visage? Parce que c'est le visage. De dissimuler. Le visage, quand même, un signe, je peux pas dire comme ça. On reconnaît quelqu'un à son visage, c'est quand même une forme d'intégrité, d'intégration. Et au final, le cacher, je sais pas comment terminer. Donc c'est pas une question de religion, c'est pas une question de laïcité, de neutralité. Selon vous, c'est une question d'identité. Oui, je l'assignerais plus à une question d'identité. D'accord. Et l'ordre public? Peut-être l'ordre public, mais je vois pas en quoi ça peut troubler l'ordre public de se dissimuler le visage. D'accord. Deuxième question, vous avez parlé de la décision de la CJUE du 14 mars 2017 à propos du licenciement qui avait eu lieu dans une entreprise pour une salariée qui avait décidé de porter le foulard islamique. Et vous avez dit, si la convention collective prévoit l'interdiction de manifester sa religion au travail, c'est valable, le licenciement est valable. Donc moi j'ai compris que le critère de validité de ce licenciement, fondé sur le port du foulard islamique, c'était le fait que la convention collective le prévoit. Est-ce que vous pensez que c'est ça le critère Non. Qui permet, les conventions collectives peuvent prévoir, dans le cadre du bon fonctionnement de l'entreprise, et de l'égalité de tous les salariés, de prévoir des mesures, de limitation à l'exercice du culte au sein de l'entreprise. Et si l'entreprise le prévoit, c'est applicable à tout le monde et ça ne peut pas être jugé comme une mesure personnelle et discriminatoire envers la personne concernée. Mais ça ne porte pas atteinte à la liberté de cette personne, justement? Dans la mesure où elle intègre l'entreprise, elle est au courant de la politique de l'entreprise. Si elle estime que ça porte atteinte à sa liberté. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, juste pour rebondir sur autre chose, est-ce qu'on pourrait prévoir qu'un règlement intérieur ou une convention collective oblige les femmes à porter des talons aiguilles au travail? Puisque vous dites qu'à partir du moment où c'est prévu par l'employeur, c'est valable. Est-ce que c'est possible? Il y a certaines professions, je prends l'exemple des agences d'hôtesse par exemple, elles ont un uniforme prévu et le port d'escarpins fait partie intégrante de la tenue. Donc on pourrait licencier valablement une hôtesse qui refuse de porter des talons aiguilles? Non, ce serait un peu disproportionné. C'est exactement le critère que j'attendais. La proportion de la mesure. Moi, c'est bon. Vous avez parlé du trouble à l'ordre public, est-ce qu'il a une assise juridique? L'ordre public? Oui. Le maintien de l'ordre public, est-ce qu'il a une assise juridique? Non, ce sont des composantes jurisprudentielles. Alors, il a une assise juridique en matière constitutionnelle, et quelle différence vous faites entre l'ordre public, le maintien de l'ordre public, les objectifs à valeur constitutionnelle? Du coup, je vous donne la réponse, et les principes à valeur constitutionnelle, et dans quelle catégorie vous rangez l'ordre public? Est-ce que l'ordre public c'est un principe à valeur constitutionnelle ou est-ce que c'est un objectif à valeur constitutionnelle? C'est un objectif à valeur constitutionnelle. Pourquoi? Dans la mesure où tout le monde doit œuvrer au bon fonctionnement
au bon fonctionnement de toute vie citoyenne, enfin de la vie en communauté sur l'ensemble du territoire. On doit tout faire pour tendre à un ordre public efficient. Est-ce que vous avez un deuxième, par exemple, un deuxième exemple d'un objectif à valeur constitutionnelle? Qu'est-ce que l'État doit tout mettre en œuvre pour garantir un second objectif à valeur constitutionnelle? Vous avez l'exemple? Pas du tout. Non, pas du tout. La recherche en matière d'infraction. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines églises qui appartiennent à la sainteté et d'autres églises, bon, je vois les yeux, mais je veux dire qui appartiennent on va dire au giron de l'église et d'autres qui appartiennent à l'État? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé en 1905 à peu près? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que pour certaines églises, l'État est devenu propriétaire de leurs biens. Et pour d'autres, il leur a laissé leurs biens, il les a laissés rester propriétaires de leurs biens. Ce qui expliquerait peut-être Oui, alors, ce sens-là. du coup, c'est pourquoi est-ce que l'État a été obligé de racheter de faire tomber dans le giron étatique certaines églises, d'autres non? Est-ce qu'il y a eu un bisouille? Alors, c'est pas vraiment le terme adapté pour un grand oral, mais est-ce qu'il y a eu des troubles entre l'État et le Saint-Siège? Je vois pas du tout. Non, il n'y a pas de souci. J'ai une dernière petite question. L'avocat, je cite le texte. La ministre a enfin exprimé son intention de faire du 9 décembre, date d'anniversaire de la loi de 1905, une, entre guillemets, journée d'échange sur la laïcité. Est-ce que ça vous choque, la fin de la phrase? Est-ce qu'elle vous interpelle? Ça ne me choque pas et comme je l'ai dit en sorte de conclusion, dans la mesure où la société est amenée à évoluer de façon permanente, la laïcité, qui est un principe inhérent à la République, évoluera avec. Et ces journées d'échange permettront sûrement d'appréhender et d'anticiper les éventuelles évolutions au mieux, de façon à ce que les structures soient toujours aptes à avoir un bon fonctionnement. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que la liberté de la laïcité relève plus de la liberté d'opinion que de la liberté de communication? Ou à la limite, à la liberté d'expression, si tant est que je pense quelque chose d'ostensible. Laïcité, liberté de communication également, puisqu'on n'est pas tenu... on peut penser... Pardon. On peut pas dire tout ce que l'on pense. Il faut quand même instaurer une forme de retenue de retenue dans nos propos et dans nos échanges avec les individus. Donc échanger sur la laïcité et avoir le ressenti de chacun, non, je trouve pas ça ne me choque pas. Et à quel moment vous faites la distinction entre expression et communication dans les libertés? L'expression, ça rassemble ce que l'on pense, ce que l'on dit. Clémence, peut-être, ou des questions dans le public. Peut-être une question dans le public. Quelqu'un veut poser une question? Narvalo. Est-ce que vous pouvez m'indiquer un autre État laïque autre que la France, s'il vous plaît? Dites la Patagonie, on ne parle pas de L'Allemagne? Non. L'Allemagne n'est pas un État laïque. Ah bon? La Constitution affirme être prise devant Dieu. Il y a même des impôts en Allemagne qui sont religieux. Un autre État en Europe. Moi j'avais une question justement par rapport à ce que tu dis. Un débrief. Une question d'un public, non? Alors moi j'ai juste une question, mais on va se détacher un peu maintenant du sujet comme à 5 minutes. Vous êtes, j'espère pour vous, un jour vous serez avocat, et un client vient vous voir et vous dit, vous avez un client d'affaires, et un client vous dit, bon ben voilà, je compte mettre une bombe dans une école primaire,
faire sauter. Est-ce qu'à votre avis, vous devez en référer à un supérieur ou est-ce que vous êtes tenu du secret professionnel et du coup ça reste entre lui et vous? Je pense que dans ces circonstances-là, particulièrement graves, je fais abstraction du secret professionnel et je préviens mon supérieur, quitte à subir des sanctions. Non, c'est Votre supérieur, c'est-à-dire si vous êtes collé à la retraite de votre associé, le bâtonnier? le bâtonnier. Qui s'appelle? Nathalie, j'ai plus le nom. Qui veut peut-être Clémence? Non. Le spécialiste à Toulouse, Dernière question. c'est Quibi. Dernière question pour moi. Vous êtes avocat, vous avez une audience au palais de justice, une audience, je sais pas, la semaine prochaine. Bon, pas de chance, ça tombe sur une fête religieuse que vous suivez chaque année. Est-ce que vous pouvez reporter l'audience? Pour dire, est-ce que oui, j'ai une fête religieuse ce jour-là, je ne peux pas assurer la plaidoirie ce jour-là. Est-ce que vous pouvez le faire? Dans la mesure où il n'y a pas de norme qui va permettre des formes de dispense ou d'autorisation d'absence pour ces fêtes religieuses, puisqu'on n'a pas tous les mêmes fêtes religieuses en plus. Non, je n'aurai pas de dispense et je pense pas pouvoir... À votre avis, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que oui, vous ne pouvez pas le faire, hein, mais à votre avis, pourquoi? Vous avez un client qui attend, ça fait 1 an qu'il en attend de son procès. Par mesure de conscience professionnelle aussi. Il y a ça aussi. Non, je ne vois pas. Vous représentez les droits et les intérêts de votre client. Donc vous êtes également soumis, même si vous avez une liberté religieuse, vous êtes également soumis au principe du procès équitable qui s'applique à votre client aussi. Et selon vous, quelles sont les qualités pour être un avocat et selon vous, quelles sont vos qualités qui, à votre avis, sont adéquates pour être avocat voilà, quelles sont selon vous vos qualités à vous personnelles que vous pensez qu'il feront que vous serez un bon avocat, j'espère. Le fait que ce soit une branche qui évolue de manière permanente, on doit sans cesse se renseigner et apprendre sur le tas. Le fait d'essayer d'avoir l'esprit vif et de trouver des solutions aux soucis. Quelqu'un a peut-être une dernière question, là, juste le temps pour une petite question dernière, sinon je pense qu'on peut... Dernière question. Pouvez-vous me réciter le serment que vous avez prêté? Bon, je pense que il reste 15 secondes, on peut en terminer là. Voilà, on va terminer là. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on passe au débrief. Débrief ou est-ce qu'il y en a qui veulent absolument une pause? Moi, je suis prêt à être lancé, mais je peux faire une pause aussi. Moi, je suis lancé. Dans le public, ça va? On peut enchaîner? Donc, on fait forme-fond. Forme-fond. Les chicots, on fait le tour de table. D'abord, des fois, on l'oublie. On a fait combien de temps en l'exposé? On a fait 13 minutes. C'est bien. C'est vrai? Ouais. 12, 13 minutes. J'ai fait 7 minutes la première fois. Alors, la forme. Chico, alors, le fond ou la forme? La forme. Alors, la forme, bon, j'ai trouvé que c'était bien naturellement. Juste peut-être que parfois quelques hésitations. Quelques hésitations et parfois quelques expressions qui reviennent beaucoup. Oui. Voilà, dans la mesure où, notamment. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien d'employer cette expression, mais si on emploie une expression trop souvent, ça fait un peu. Ça fait pas naturel. Et voilà. Et sinon, après, moi, c'est pas grave. Et juste relever une petite erreur de vocabulaire. La vie citoyenne, ça n'existe pas. C'est la vie civique. D'accord. Voilà, parce que citoyenne On est se rappelle d'un est certain un moment dans nom. toutes les maths. Voilà. C'est parce que citoyen, c'est un nom et non pas un adjectif. Donc l'adjectif qui va avec, c'est Ça avait civique. fait une magnifique Voilà. C'est pas grave, il y a des gens qui aiment bien être très précis sur les. Sur les vocabulaires. Ne sois jamais membre d'un grand oral, s'il te plaît.
une autre non. Sur la Sur la forme, Clemens, ouais, moi j'ai remarqué, bon, ça a été soulevé dans les questions, mais oui, la loi de 2010 ne portait pas sur le foulard, vu que c'était la question, voilà, mais ça, blabla, te l'a fait remarquer. Que par exemple, la décision du 14 mars 2017 n'a pas été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, mais Oui, par la c'est CJE. CJE. Et aussi un point, ça fait souvent que je pense à le dire à Radio Clemens, mais j'oublie à chaque fois. Alors, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, mais le texte, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voilà, c'est ça le titre complet, c'est pas la Convention des droits de l'homme. C'est pas la Convention européenne des droits de l'homme, c'est sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voilà, s'il y a des tatillons pour te relever sur la vie citoyenne, il y en a qui t'en mettront là-dessus. Sur la forme, rien d'autre à dire. J'aime pas beaucoup l'introduction du plan par le « il conviendra ». Oui, C'est moi, c'est j'ai moi, mais pas bon. d'autre à moi. Ouais, Je ou suis il habituée au convient. il convient de. Après, ça fait trop textuel. Oui. Non, mais C'est ce par que je fais à exemple, l'écrit, c'est ça. je sais À pas l'oral, moi, je- le sujet appel, tout d'abord, là, baba, puis, voilà, un truc. D'accord. Le « il conviendra », c'est vrai il fait très réchauffé. Après, sur la forme, j'ai rien d'autre à dire. Euh, bon, des fois, il t'a manqué des termes, et pourtant, je pense que tu les connais, mais tu cherchais souvent le mot ostentatoire. Il me semble. C'est souvent, tu ça, disais je des m'en rends pas- cibles, je m'en des rends pas signes compte. visibles à l'école, tout ça, et des fois, tu cherchais. Voilà, le mot, à D'accord. mon avis, tu cherchais, c'était Ostentatoire, ostentatoire. c'est possible. Et par exemple, tu n'as jamais employé le terme de prosélytisme. Et ça, on commence à toucher un petit peu au fond. D'autres remarques sur la forme? Ouais, j'ai entendu pas mal de fois je. Oui, Oui, je m'en exact. suis aperçue. Après, à la fin, question, bon, ça peut- c'est pas mal. Mais dans l'exposé, Dans ça l'exposé à bannir. dans l'exposé, ça a été fait. Puis après, je pense que pour les questions, si on te pose vraiment une question personnelle, vraiment pour ta vie personnelle, et un peu juridique, oui, là tu pourras. Blabla. Sur la forme, moi je trouve ça bien. J'ai les mêmes défauts que vous, je dis tout le temps. Donc il faut essayer de corriger ça dans une grande inspiration, ce qui est très difficile à faire, mais il faut s'entraîner, je pense. J'ai trouvé que vous vous exprimiez plutôt bien à l'oral, c'était assez fluide, on a eu le temps de noter le plan, c'était plutôt clair. Les formules de politesse sont respectées. Elle a fait la technique Clemens. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Non. Mais elle a fait le avant de vous remercier, petite phrase envolée, et bim, je vous remercie. Globalement, sur la forme, je suis plutôt satisfaite. Pour les questions, ça s'est bien passé aussi. Bah, le Au plan niveau était de- clair, on a vu l'introduction. Voilà, au niveau de l'expression orale, c'était plutôt bien. Ouais, ça c'est vrai, ça, Après, des on fois, a pu l'emploi de prendre mots à une... la place d'autres, peut-être, quand vous avez dit foulard au lieu de Voilà. dissimulation du visage, qui peuvent induire en erreur le jury. Vous avez l'impression que vous ne savez pas exactement de quoi vous parlez, mais je pense que c'est plus le stress ou le manque d'attention sur le coup qui fait que... Mais sur la forme, je trouve ça très agréable. Au moins, on a envie d'écouter l'étudiante, de la suivre. C'est structuré, on voit dès le départ où elle va en venir. La petite citation de Victor Hugo, au moins, ça évite de commencer toujours par le texte en lui-même. Donc au moins, il y a un petit peu de recul et on voit un petit peu la maîtrise. Ou attention, après, alors, j'ai oublié son pseudo. Kubi. 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 Ah, c'est pas mal ça. Je m'en veux de pas l'avoir trouvé. On sent que Kubi, si vous poussez un peu sur Victor Hugo, vous êtes c'est vite, dommage ça. vous êtes vite dépassé. Bah, alors, du coup, faites attention avec 30 minutes de questions, forcément. Et sur la date. Le problème des auteurs, en fait, c'est Voilà. que le site, il faut connaître bien la personne. Oui. Voilà. Et parfois, il faut se... Parce qu'on vous demandera aussi, parfois, pour certains auteurs, quel est son vrai nom. Alors là, ça va être compliqué. D'accord. Par exemple, pour Montesquieu ou pour... on l'avait fait là, pour Georges Sand. Mais après, franchement, c'est agréable à suivre et ça fait partie des exposés qui sont vraiment bien et dont on a envie de souligner la qualité. On passe au fond? Ou d'autres remarques sur la forme? Non, moi je rejoins tout ce qu'ils ont dit. En tout cas, les canons méthodos sont respectés, 13 minutes, 5 minutes pour balancer la problématique. La méthodologie, on est bon. Expression, on est globalement bon. Ouais, le plan il était assez clair, assez lisible. Et juste, oui, c'est vrai que c'est pas mal de commencer par Victor Hugo, ça a de la classe. C'est dommage de ne pas en savoir plus quand même, parce que dire qu'il est un écrivain presque en hésitant que c'est du 19e siècle.
Faire de l'ordre, Je me tâte presque à faire une chronique, peut-être pour la prochaine fois. Non, pas sur Victor Hugo, mais peut-être, ça dépassera à mon avis les 5 minutes, mais un petit peu situé dans le temps les différents régimes, notamment au XIXe siècle. Je sais pas, j'en parlerai avec le public, si ça peut être intéressant, mais 1850, oui, c'est la Seconde République, on est sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, et c'est pas mal de situer Victor Hugo dans cette période-là. Notamment un accent sur la Troisième République. Ouais, ça c'est... Ah ben tiens, Dans bah le alors, sens, alors qui est le... Parce que moi je le sais pas, en 1905, est-ce que c'est pas Clémenceau? Non, c'est Émile Combes. Qui, pardon? C'est Émile Combes. Et C'était un ami de Clémenceau. D'ailleurs, Clémenceau, il était un peu. il n'était pas ministre de l'Intérieur en 1905, Clémenceau, je crois. Non, je sais pas. Je crois qu'il avait... Mais Clémenceau fait partie des artisans. C'est pas lui le fer de lance pour la loi de 1905, mais il n'était pas loin. Sur le fond, allez, Chico. Alors, sur le fond, c'était bien, hein. Mais juste peut-être une remarque relativement au plan. Alors, j'ai trouvé que peut-être le plan était un peu banal. Parce que, bon, la laïcité fondement... Bon, par contre, fondement libéral, j'avoue que je sais pas trop bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Mais sinon... Alors, Pourquoi c'est libéral, ouais. Ouais, justement, pourquoi la laïcité est libérale? Ouais. Non, en tout cas, la laïcité de fondement de notre société, c'était bien pour le grand 1, mais après, je trouve pour le grand 2, extension au principe, on aurait attendu peut-être quelque chose d'un peu plus dynamique. Pas les extensions du principe, parce que c'est assez banal, mais peut-être justement en quoi est-ce que ce principe est contrebalancé, en quoi le fait qu'une loi qui date d'il y a plus d'un siècle pourrait se révéler pas toujours adaptée à certaines situations. Voilà. Alors, on essaie également de répondre aux questions. Donc si jamais tu as en tête les questions que tu lui as posées, n'hésite pas maintenant à y répondre. Ah ben, elle a répondu à tout, je crois. Je sais pas, voilà. Alors, pour moi, alors sur le plan fondement de la société, le grand 1, je dirais oui et non, puisque alors la société, c'est compliqué parce que la laïcité s'applique-t-elle à la société? Toute personne, je dirais que non. Elle s'applique-t-elle à l'héritage républicain? Je dirais que non, parce que la République historiquement n'est pas laïque. Justement, j'ai essayé de t'amener sur cette question de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le préambule se termine sous l'égide de l'être suprême. Voilà, donc on a un texte constitutionnel qui, au même titre que d'autres constitutions en Europe, comme celle de l'Allemagne, qui font état d'une religion d'État. Alors certes, c'est pas le catholicisme, mais ça demeure une religion. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, le coup de la charte de l'environnement, là j'ai pas compris. Hein. Là, j'ai pas compris. Alors j'ai même cru en fait que c'était une blague. C'est mieux que je ne sais pas. Bah, je voyais pas et il n'y a pas de principe, il n'y a pas de laïcité dans la charte de l'environnement. Donc... Oui, c'était une. La question c'était dans quel texte on faisait mention d'une religion d'État, donc la charte de l'environnement. Je voyais pas. Bon, du coup, là j'ai une question pour. Est-ce qu'il vaut mieux dans ce cas-là faire comme ça ou il vaut mieux dire je sais pas? C'est pas grave de se tromper, mais c'est plus grave, je pense, de se tromper quand ça peut passer pour une moquerie. Après, je pense que je ne sais pas, on peut laisser un joker, ça n'en pas qu'une fois. Ouais, moi je le déconseillerais parce que ça a tellement aucun rapport à l'environnement et à la question. En fait, je me suis dit, est-ce que j'ai bien posé la question ou est-ce que se fout de moi? Voilà, donc. Je voulais pas dire je ne sais pas. Et... Ouais, ou alors fallait tenter. Je trouvais ça drôle. Après, fallait peut-être pas hésiter. Enfin, la réponse que tu aurais pu donner, c'est que tu savais. Quand tu es publiciste, tu sais que dans la Constitution française, il n'y a pas de mention de religion, donc tu pouvais supposer que c'était dans le bloc de constitutionnalité, le devenu toi-même, et parler de la décision de 1971. Tu ne donnais pas exactement la réponse, mais tu disais, bon, bah, si c'est un texte constitutionnel, je sais que c'est pas dans la Constitution de la 5ème République, donc c'est sûrement dans l'un des autres textes, tu pouvais les citer, et là, par déduction, tu aurais sûrement dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je présume. Voilà, à choisir entre ça ou le préambule de 1946. Voilà, c'était peut-être pas... Ok. Donc non, l'Allemagne n'est donc pas un État laïque. C'est un petit point. À un moment, tu as parlé d'intégrité. Ouais, c'est peut-être que je reviens sur la forme. Au moment où on parle du voile dans les questions, tu as parlé d'intégrité, d'intégration. Pour moi, c'est maladroit de parler d'intégrité. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait dans la forme. Et après, sur le fond, donc,
La première partie, pour moi, elle peut se tenir par l'intitulé, fondement de la société. Pour moi, je ne pense pas que la société soit laïque. Je pense pas que ce soit même la conception républicaine de la laïcité de considérer que la société elle-même est laïque. Et ensuite, la deuxième partie, elle était intéressante, les extensions, mais ça faisait peut-être un peu trop étalage, ou du moins, il fallait s'y attarder un peu plus. C'était, ah oui, il y a l'affaire Babylou. Ah oui, il y a aussi les crèches. Faut peut-être un petit peu s'y attarder. Je dis pas forcément y faire de longs développements, mais plus que les cités. Je sais pas, messieurs, blabla. Voilà. T'as posé une question sur à propos du droit d'Alsace. Ah oui, alors oui, exact. Donc, la réponse que j'aurais pu attendre, c'était de dire qu'en France, il y avait deux laïcités. Il y a la laïcité de la Constitution et il y a la laïcité de la loi de 1905. Et qu'en 1905, les départements d'Alsace et de Moselle sont membres de l'Empire allemand, donc du coup ne sont pas assujettis à cette loi-là. Et du coup, il y a une QPC qui a été adressée donc, au Conseil constitutionnel le 21 février 2013, bon, qui n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais qui considérait que le régime de l'Alsace-Moselle était conforme à la Constitution, d'une part en raison des travaux parlementaires, des différentes constitutions, parce que la première constitution française à faire mention de la laïcité, celle de 1946, donc la 4ème République, et que pour le reste, bon, alors peut-être s'y connaître un petit peu plus, mais c'est pas parce qu'en Alsace-Moselle il y a un concordat que la République est pour autant confessionnelle. Voilà, voilà, mais je t'aurais attendu pour dire, il y a peut-être la loi 1905 qui a des règles particulières, notamment en termes de financement, mais du coup, il y a également une autre laïcité, qui est celle constitutionnelle, qui celle-ci englobe la laïcité de l'Alsace-Moselle. Du coup, il y a deux régimes qui se superposent. Voilà. Et éventuellement, sur la question du crucifix dans les bâtiments publics, pourquoi pas parler de la question des crèches. Voilà, puisqu'on a une décision du Conseil d'État en date du 9 novembre 2016, donc sur les questions culturelles, artistiques ou festives. Et pourquoi pas l'arrêt de la CEDH, Lauzi contre Italie, du 3 novembre 2009, à propos des crucifix dans une école, qui reprend plus ou moins le même raisonnement par rapport à la tradition. Voilà, c'était les points. Et c'est vrai que sur la laïcité, il faut bosser le cas de l'Alsace-Moselle. C'est souvent là-dessus qu'on va t'attendre au détour, pour moi. Chico avait posé une question, moi j'aimerais bien connaître la réponse à propos du fait que certains pays avaient des religions d'État et il demandait à la candidate si il y avait un principe de laïcité qui s'appliquait, si du coup les citoyens étaient libres d'avoir une religion ou non. Ah oui, tu as fait une réponse, ah oui, qui m'avait un peu surpris. C'est dès lors qu'il y avait une religion d'État, du coup il n'y avait pas de liberté religieuse. Oui, j'ai rebondi après. Voilà. Du coup, là, j'attendais Mais je sais pas, la correction de la personne qui avait posé la... Par ailleurs aussi, ce qu'on aurait pu dire, c'est qu'il y a certains pays, donc tu parlais de l'Allemagne, mais qui font référence à Dieu dans la Constitution, et pour autant, est-ce qu'il n'y a pas de religion d'État? Donc est-ce que ça en fait des pays qui ne sont pas laïques? Comme en Irlande. Parce que la Constitution irlandaise, par exemple, fait référence à Dieu, mais il n'y a pas de religion officielle. Donc ça pose la question de la définition de la laïcité. C'est la définition, est-ce qu'il y a une obédience de l'État, mais est-ce que pour autant on impose la religion? En Allemagne, c'est pas le cas. N'en demeure pas moins qu'il y a quand même, et tu en parlais, dans le cadre de l'Alsace-Moselle, il y a quand même les églises ne sont pas égales. Dans le Concordat, il n'y a pas l'église, enfin, il n'y a pas l'islam. C'est que 4 églises, je ne risquerai pas de le citer, mais je crois qu'il y a l'église d'Augsbourg, des protestants, enfin, il y a toute une série d'églises, qui fait que, au niveau des bâtiments d'église, enfin, il y a le Concordat, c'est particulier, et du coup, ça n'en rentre pas, la question de l'islam dedans. Et en Allemagne, mais du coup, c'est un peu, je vais peut-être pas aller trop loin, mais il y a des impôts particuliers. C'est les gens s'affirment, par exemple, mettons en Bavière, beaucoup sont catholiques, encore que la région de Nuremberg est très protestante, et les gens indiquent dans leur feuille d'imposition leur foi, et du coup, ils vont payer un impôt particulier, et cet impôt va être directement reversé au clergé pour l'entretien des églises. Voilà. Et la rémunération des prêtres, je crois. Oui, c'est... Voilà, je crois que c'est ça. Est-ce que j'avais d'autres à dire sur le fond? Je crois que non. Presque je t'attendais, au niveau de la laïcité, un État en Europe, la Turquie. Oui, la Turquie. La Turquie. Et là, évidemment, je t'aurais posé la question, est-ce que la Turquie est en Europe? Et là, il faut me sortir l'argument tout de suite. Elle est membre du Conseil de l'Europe. Donc oui. Voilà. Bon. Non, mais voilà, il faut y songer, il faut donner de la suite dans les idées. Attention les filles. Non, oui, je voulais ouais, blabla, vas-y.
définition. Alors, à propos des agents du service public, enseignement, je vous avais demandé est-ce qu'ils ont la possibilité de porter des signes religieux, donc la réponse est non. Il est interdit aux agents du service public de manifester leurs croyances, même par des signes religieux discrets. A l'inverse, pour ce qui est des usagers du service public, donc en matière d'enseignement, pour les écoles primaires, les collèges et les lycées, c'est la loi du 2004, j'ai pas le 15 mars 2004, je crois. 15 mars 2004, c'est ça. Qui interdit aux élèves de porter des signes par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Donc, ils n'ont pas le droit de porter, par exemple, une kippa, un foulard islamique ou une croix de grosse taille. Par contre, une croix discrète est possible de porter. Il y a des signes, je crois, pareil de la religion juive qui existe en pendentif aussi. On peut très bien porter ça. La question, c'est on interdit des signes ostentatoires Oui, à même de favoriser le prosélytisme. C'est ça la question de la loi du 15 mars. Voilà. Il est interdit de manifester sa religion de manière ostensible. En ce qui concerne les universités, cette loi du 15 mars 2004 ne s'applique pas. Donc les usagers, les étudiants à l'université sont libres de manifester, de porter des signes en fait, qui manifestent leur appartenance à une religion. Par contre, les professeurs n'ont pas le droit de manifester leur appartenance à la religion comme tout agent d'un service public. En revanche, il y a une limite pour les universités et les étudiants. Ils n'ont pas le droit de porter des signes religieux qui pourraient porter atteinte à l'interdiction de fraude en matière d'examen. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier, leur demander de se découvrir la tête pour vérifier qu'il n'y ait pas de risque de fraude. Donc, il y a une liberté de manifester, une liberté de porter des signes qui manifestent l'appartenance à une religion. Par contre, il y a certaines limites à respecter quand même. Vous avez posé aussi deux autres questions. Donc la question sur le port du foulard. Instauré par l'interdiction du port du foulard, selon vous, instaurée par la loi du 11, comment on avait dit 11 octobre 2010. Donc en fait, c'est l'interdiction de se dissimuler le visage dans l'espace public. Donc c'est pas une question de religion, effectivement, c'est une question, vous m'avez parlé d'identité. En fait, effectivement, c'est une question d'identité, mais dans une mesure de protection de l'ordre public, puisqu'il faut pouvoir identifier les personnes afin de déterminer si ce sont des personnes connues, par exemple des services de police, entre autres. C'est aussi, selon dans les travaux préparatoires, on parlait du vivre ensemble. Donc c'était la valeur fraternité de notre République, donc qui était aussi à l'œuvre dans cette interdiction de dissimuler son visage, puisque quand on dissimule son visage, on s'écarte des autres, donc on porte atteinte à cette valeur qu'est la fraternité. Dernière question à propos de l'arrêt de la CJUE du 14 mars 2017 sur le licenciement d'une salariée qui portait le foulard islamique. Vous m'avez parlé donc on a discuté sur les conventions collectives, est-ce qu'il fallait que c'était la convention collective qui autorisait ou pas. Et en fait, le critère de validité de ce licenciement, c'est que l'entreprise avait une exigence de neutralité, donc elle interdisait à tout salarié de toute conviction religieuse de manifester leur appartenance à une religion. Donc il n'y avait pas de discrimination directe, puisqu'on n'interdisait pas spécifiquement aux musulmans de porter des signes distinctifs. On interdisait à tous les croyants et les non-croyants donc, de manifester leur appartenance ou non à une religion. Donc il n'y a pas de discrimination directe. Par contre, la CJUE a considéré qu'il pouvait y avoir une discrimination indirecte si jamais l'interdiction n'était pas dictée par un but légitime. Donc en l'espèce, il y avait bien un but légitime, c'était celui d'afficher une neutralité envers les clients, et parce que l'interdiction de manifester de l'appartenance religieuse était limitée aux salariés en contact avec la clientèle. Donc dans ce cas-là, on peut admettre une interdiction donc, de manifester son appartenance à une religion. Donc il y a la question du but légitime et aussi de la proportionnalité de la mesure. Donc vous en avez parlé à la fin, donc vous avez réussi à répondre à ma question. Donc, voilà pour moi. Pour moi, il faut quand même souligner que, bon, même si je te rejoins, elle aurait pu un peu plus s'exprimer, qu'elle citait notamment Babilou, les crèches de Noël, mais au moins elle a quand même cité les textes qu'on attendait, qu'on avait dit en intro, justement, donc ça c'est quand même à souligner. Ensuite, sur les questions, moi j'avais dit existe-t-il une définition légale de jurisprudentielle, donc j'ai l'impression que tu as un peu répondu par la négative, mais je sais pas si, parce que tu n'es pas trop sûr, mais finalement c'est quand même la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de définition. Et ensuite, là par contre, j'étais quand même, pas surpris, mais
moi ça montre qu'il y avait du raisonnement sur la question, sur le petit cas pratique, question déontologique sur le client. Bah ouais, effectivement, tu as raison, on n'est pas tenu secret professionnel, ici il faut en faire au bâtonnier. Ouais, en parlant de ça, le coup des 3 boutons sur la robe, j'ai pas compris pourquoi t'as répondu 3 boutons. Non, ouais, j'allais venir là-dessus, c'est ce que je disais, parce que je pense au fond, enfin, je pense que ça va finir, enfin, que ça va devenir comme ça maintenant, vu que maintenant ça te ramène 2 questions. Je pense que finalement, on fait au bout d'un moment vite fait le tour du texte, quoi. Ouais. Et je pense qu'ils vont s'étager sur des questions plus par rapport à la profession d'avocat. Et je crois que la question de Pringles sur les 33 boutons, le serment que tu as posé Clémence et tout ça, je pense qu'en fait, non, c'est des choses qu'il faut bêtement apprendre par cœur, mais savoir, parce qu'à mon avis, c'est des questions qui vont tomber à chaque fois, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, même la question des qualités, des défauts, je pense que ça va. Je pense que maintenant, il y aura au moins 10 minutes d'entretien et 10 minutes sur la profession, ce qui semble à mon sens logique. Donc, ouais, ça, moi, je pense que c'est des trucs qu'il faut. La question des 33 boutons, c'est vraiment un truc qui va sûrement revenir souvent. Ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est un truc maintenant qu'il faut bosser, je crois. Ça revient à tous les euros, ouais. Je pense. Du coup. Sinon, non, après, dans l'ensemble, c'était. Et est-ce que je peux revenir sur la question, est-ce qu'on peut faire un recours contre une convention collective Contre un règlement intérieur? Oui. Si, on peut le faire. Si, tu peux, mais que si c'est avec les pouvoirs. Ça, ouais. Oui, puisque ça relève du pouvoir discrétionnaire, du pouvoir du chef de l'entreprise, de poser les règles. On parle sous l'œil de personnes qui ont fait le Master 2 social. Oui, mais que côté salarié. En droit du travail, il y a un principe que tu ne peux pas discriminer non plus tes employés. Attends, il peut y avoir des mesures dans l'intérieur en public, non? Dans les prisons. Oui, mais pas si ça aboutit à une discrimination. Oui, oui. Dans tous les cas, tu vas respecter les libertés fondamentales. Le recours pour excès de pouvoir. Non, mais ça, c'est en matière. Oui, c'est en matière de Ouais, droit public. C'est des MOI aussi. C'est le règlement intérieur. Bah, la MOI. Ouais, le MOI, tout ce qui est. Non, la MOI, c'est pour les administrations. C'est genre les prisons. On va demander un public de prendre un règlement intérieur va repousser devant le TA ou devant les prisons? C'est le CPH. C'est le CPH. Règlement intérieur? Oui, un règlement intérieur, enfin, dès lors que c'est dans une entreprise privée, ça va pas aller pour le tribunal administratif. C'est pour. Par contre, ça peut se prêter, c'est un règlement intérieur de l'administration. Là, oui. Voilà, ça dépend. Fallait bien pour faire un distinguo entre les deux. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Quelques autres, une dernière remarque avant de. Eh ben, oui, on parlait du serment de l'avocat. Ouais. Donc, je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Voilà. Et c'est pas mal, puisque allons jusqu'au bout de la technique à la Clémence. Donc, quand tu dis, avant de vous remercier, voilà, tu fais une envolée un peu lyrique, et c'est pas mal de faire en sorte de raccrocher ton sujet avec la profession d'avocat, et souvent avec les termes du serment, il y a moyen. Voilà. À condition de savoir chacun les définir, notamment le terme de probité. Voilà, probité, mais ça, Madame l'avait défini. Voilà. Je dis que c'est, si je me trompe pas. Encore la recherche de le définir. Sur le fond, est-ce qu'on a tout dit? Je fais un point sur Victor Hugo ou pas? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, j'essaie de faire ça court. Bah, écoutez, au moins ça sera fait dans la Clémence. Alors. Mais regarde, Wikipédia a été mis à jour au moins ou pas? Non, c'est parce que Wikipédia, je le fais de tête. Donc, Victor Hugo, c'est le fils d'un général d'Empire, le général Hugo. Je passe sur la carrière d'écrivain. Il a été un homme politique assez tôt dans sa jeunesse. Et au début, il était pair de France. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il était pair de France, royaliste. Voilà. Avant au fur et à mesure de sa vie de changer progressivement. À la fin de sa vie, il sera républicain, même plutôt socialiste. Son grand moment, on va dire, la fracture en politique pour lui, ça a été le coup d'État de 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, mais au préalable, c'est peut-être pas mal de situer qu'il était d'obédience, on va dire, du parti de l'ordre que représentait Louis-Napoléon Bonaparte, vu qu'il avait eu l'ambition de devenir son ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et que donc, il fait... de la bataille d'Hernani. Oui, mais parce que je parle pas du côté littéraire. Si tu veux, on peut s'attarder. Je vais pas dire que Victor Hugo est un grand romantique. Voilà, c'est fait. C'est le fer de lance du mouvement romantique français. Oui, Théophile Gautier, tout ça. Enfin, bon, c'est plus l'individu politique. Gautier, c'est supermaniste. Je suis désolé, c'est pas la même chose. Parler là-dessus
comme je dis, je passe pas sur la question littéraire. Donc, il a fait partie de ceux qui ont été exilés après le coup d'État de 1851, mais vite rappelés. D'ailleurs, le coup d'État, en fait, il y a eu beaucoup de déportations, mais qui ont vite été par la suite graciées. On en parlait durant le sujet de Narvalo. Mais lui, par contre, il a fait partie des rares députés à se maintenir dans l'exil, d'abord en Belgique, puis sur l'île de Jersey. Et c'est là où il a écrit, pendant du coup les 18 ans du Second Empire, les Châtiments et d'autres recueils de textes anti-Louis-Napoléon Bonaparte, qui était devenu Napoléon III. Et puis ensuite, il est rentré en France à l'occasion de la Commune, et il me semble qu'il a fini député. Voilà. Et la République lui a rendu des hommages, deuil national, la totale. Si je me trompe pas, je crois qu'il est mort en 1889, mais là, ouais, à vérifier. Je crois qu'il est mort en 1889, parce que je crois que c'était sous Félix Faure. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on vérifiera. Mais voilà sur le petit personnage. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en 1850, il est donc député, membre de l'Assemblée nationale. Et c'est voilà, c'est ce genre de questions où tu peux gagner du temps facilement en disant c'est quoi la situation politique à ce moment-là. Et que on a par exemple la France qui fait une expédition, c'est intéressant, une expédition militaire pour défendre l'État pontifical de Rome face à des insurgés italiens. Ça a l'air bête comme ça, mais tu peux gagner 2-3 minutes et tu cloues le bec parce que c'est pas le jury qui va te répondre. Non. Mais je veux dire, ça c'est des éléments historiques que tu peux donner et le jury va pas t'attaquer là-dessus et dire ah ok c'est bon, cette personne-là elle s'y connaît. Mais tu vois, t'as gagné du temps. Voilà, c'est donc 1850. D'ailleurs, sous le ministère, je crois que c'est Alexis de Tocqueville qui est ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. Il y a une expédition française pour défendre l'État pontifical et ça nous ramène à la question de la laïcité, la Seconde République, et ça ramène même à la première émission de Radio Clemens. En 1848, on prête serment sur la Bible, comme aux États-Unis. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je crois. Alors, puisqu'on a eu de bons retours sur les chroniques, notamment, donc la première, c'est moi qui vous ai parlé du personnage de Jean-Jacques Régis de Combat Céleste, j'ai une autre personne dans le jury qui est motivée pour nous faire une autre chronique, la chronique numéro 2. Et je laisse la parole maintenant à Chico. Alors, merci beaucoup Clémence. Bon, j'ai préparé cette chronique de rappeler le thème. Alors, si j'ai bien compris, c'est la laïcité du point de vue de l'Église catholique. Oui, voilà, c'est en somme, c'est cela. Alors, donc, bon, alors, vaste sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Alors, oui, bon, alors, commençons par définir qu'est-ce que c'est. En fait, bon, d'abord, dans le christianisme, en fait, la laïcité, simplement, c'est la distinction entre le temporel d'une part et le spirituel d'autre part. Saint-Augustin. Saint-Augustin, bah oui, Saint-Augustin, deux amours ont bâti de cité, c'est ça, je pense. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a bâti la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a bâti la cité céleste, etc. etc. Bravo pour la référence. Et alors justement, ce qui me semble intéressant de rappeler, c'est que la laïcité, en fait, ça a été inventé par le christianisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité, mais en fait, c'est le christianisme qui l'a inventé. Puisque dans l'évangile, il est écrit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ça veut dire que chacun a son domaine de compétence. Donc le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ont chacun leur domaine de compétence qui ne doivent pas être mélangés. Et donc aucun des deux n'a le droit d'interférer dans l'autre. Et donc c'est une distinction qui est inhérente dès le début du christianisme et qu'on ne retrouve pas dans d'autres religions, où il y a on peut y avoir une religion d'État, mais où le politique et le religieux sont intrinsèquement liés. Alors, donc là, on a dit ce que c'est la laïcité, mais il faut aussi préciser ce que ça n'est pas. Parce que la laïcité, ça signifie pas que ces deux pouvoirs, si on peut dire ainsi, le temporel et le spirituel, doivent s'affronter. Donc ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'affronter, ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'ignorer non plus. Et d'ailleurs, si on comprend bien qu'est-ce que c'est la laïcité, on conçoit très bien que l'État et la religion ne peuvent pas s'affronter dans la mesure où ils ont chacun des compétences distinctes. Donc aucun n'empiète sur les compétences de l'autre, parce que chacun a son rôle à jouer. Donc ils ne sont pas là pour s'affronter, mais
peut-être plutôt, en tout cas dans la vision du christianisme, pour collaborer ensemble, parce que ils ont quand même un but en commun qui est le bien commun. On peut dire aussi un petit mot sur dans la religion chrétienne, sur l'autonomie des réalités temporelles. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ont une étiquette confessionnelle, donc toutes les institutions de l'Église, mais celles de l'État n'ont pas à en avoir, et même celles qui sont lancées par des personnes, fussent-elles baptisées et chrétiennes, n'ont pas besoin d'avoir des étiquettes confessionnelles. C'est plus dans les principes que ça va être, ces valeurs-là vont être mises en pratique. Et alors, un petit point aussi pour parler de la situation en France. Donc, alors, on a parlé amplement de la loi de 1905. Et alors, j'ai consulté un petit peu ce qui a été dit par les évêques de France récemment, dans les derniers mois qui se sont écoulés. Donc, ils ont publié un document à l'approche de l'élection présidentielle et des élections législatives pour aborder différents sujets. Alors, il y a un point qui parle de la laïcité. Et dedans, ils expliquent justement que la laïcité, c'est un cadre juridique et non pas un projet de société. Donc, c'est-à-dire que la laïcité comme cadre juridique, ça permet de vivre ensemble, puisque chacun on va avoir des compétences bien précises pour l'Église et pour l'État, qui ne vont pas empiéter l'une sur l'autre, et ça permet de vivre ensemble. Alors que si on voulait en faire un projet de société, et c'est pour ça que la laïcité n'est pas le fondement de la société, ça ne permet pas aux gens de vivre ensemble, puisque des gens qui se reconnaissent dans une religion, d'autres pas, et il faut respecter cette diversité. Et il y a aussi cette question de savoir si le fait religieux, peut-être plus que la religion même, le fait religieux doit avoir une expression dans le domaine public ou s'il doit être cantonné à la sphère privée. Alors, ça pose plusieurs questions. C'est que, d'abord, si dans le domaine public, on voit qu'il y a quand même toutes les opinions qui sont admissibles et qui peuvent être défendues, dans la mesure où elles ne contreviennent pas à l'ordre public, donc on pourrait se dire, mais pourquoi pas les opinions religieuses aussi? Et par ailleurs, si on veut repousser la religion dans le domaine privé, est-ce qu'il n'y a pas un risque de communautarisme, et que les gens ne se sentent pas intégrés à la République, et qui préfèrent développer des valeurs qui sont trop personnelles et peut-être en rupture avec les valeurs de la République que tout le monde est censé partager, quelle que soit la religion des gens. Après, de toute façon, on peut se demander aussi si... Alors, il y a ce concept, il y a une dizaine d'années, qui était assez à la mode, de laïcité positive, qui signifie que peut-être certaines valeurs spirituelles ou philosophiques ou religieuses peuvent avoir un certain retentissement, en tout cas être porteurs d'une certaine inspiration. Et voilà, peut-être pour finir, donc dire que justement la laïcité, c'est pas une neutralisation du fait religieux, c'est simplement une saine organisation de la société, en distinguant bien ce qui revient aux politiques et ce qui revient aux religieux. Voilà. Merci beaucoup, Chico. Et je vais me permettre une légère question. Alors, je ne sais pas du tout, est-ce que tu peux nous éclairer pourquoi est-ce que les présidents de la République sont souvent nommés chanoines? Ah, alors il me semble... C'est ça, c'est le bon terme. Alors je réponds à brûle pour point sans avoir consulté... Oui, pardon, je te prends comme ça. Il me semble que c'est quelque chose qui date de la royauté. Voilà. Parce que simplement, le chef de l'État français, il est chanoine de la basilique du Latran, à Rome. Donc en fait, à Rome, il y a 4 basiliques majeures, et la basilique du Latran, c'est la cathédrale de l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. D'accord, oui. Qui avant d'être pape est évêque de Rome. Et le président, enfin en tout cas le chef de l'État français, que ce soit un président, un roi, un empereur, peu importe, a ce titre de chanoine de la basilique du Latran, qui est un titre purement honorifique. D'accord, de la même manière qu'il est coprince d'Andorre ou d'autres dignités qui sont liées à la condition d'être chef d'État français. Bien! Voici ce qui pourrait conclure ce Radio Clemens numéro 14, déjà. Je me trompe pas, c'est ça. Ça va tellement vite maintenant. La saison 2, là, on est bien speed. Je sais pas si on en fera un autre la semaine prochaine. On va peut-être faire une petite pause, justement, parce qu'on en a fait beaucoup. Panda, tes impressions, si tu as des questions peut-être à adresser au jury. Pas de questions. Je vous remercie de votre attention, de votre disponibilité et de vos conseils. C'est ça l'esprit de la radio. Peut-être un prochain entraînement. J'espère. Si t'es motivé, ça sera avec grand plaisir. Et merci au public. Merci au public. Allez, on s'applaudit le public.
On remercie RF, on remercie Quippy, on remercie Blabla, on remercie Pringles, on remercie Chico, et on dit merci qui? Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Restez branchés sur Radio Clément. Et RF, vas-y. On vous fait des poutous juridiques. Oh non, Allez, à très bientôt. Et bon courage pour vos révisions. Radio Clémence, la radio qui papote, c'est RFPA.